Donc salut tout le monde, c'est l'équipe de Ton Banquier à domicile et aujourd'hui on va faire une interview avec Christophe. Salut Christophe. Enchanté, salut tout le monde. On va du coup parler d'investissement immobilier et on va répondre à toutes les questions que vous nous posez pour l'équipe de Ton Banquier à domicile. Alors avant ça Christophe, est-ce que tu peux peut-être te présenter, dire un peu qui tu es? Ouais, bien sûr. Donc bonjour à tous, Christophe. J'ai travaillé pendant 15 ans à la banque et j'ai occupé plusieurs postes, donc le poste de conseiller clientèle classique, le poste de conseiller en gestion de patrimoine et j'ai fini par m'occuper des entreprises, donc conseiller en gestion d'affaires professionnelles. Aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer à mon compte avec Benjamin sur le thème de ton banque à domicile. Donc, le but pour nous, c'est d'aider les investisseurs et les entrepreneurs à multiplier les acquisitions et diversifier leur patrimoine. Donc, on va essayer de répondre à un maximum de questions aujourd'hui. Super, alors du coup je vais te poser les questions. Comment l'investissement peut permettre à tout le monde d'atteindre la liberté financière? L'investissement, ça va être le moyen de diversifier un peu son patrimoine et de multiplier les acquisitions pour se dégager un revenu. Donc, vous pouvez avoir plusieurs objectifs quand vous investissez dans l'immobilier. Donc, selon ce que vous souhaitez faire, ça peut être d'avoir un revenu complémentaire, ça peut être de se constituer un patrimoine, ça peut être également de se constituer vraiment un revenu pour pouvoir quitter son emploi. Tout dépend des objectifs que vous allez vous fixer et du temps que vous souhaitez y consacrer. Alors du coup, tu étais banquier avant, tu es investisseur, tu es entrepreneur. Et est-ce que le fait d'avoir toutes ces casquettes-là, c'est obligatoire si aujourd'hui tu veux pouvoir proposer des conseils à des investisseurs autour de toi? Alors je pense qu'il y a une forme de légitimité. Après, chacun voit midi à sa porte. On n'est pas obligé d'être entrepreneur et d'avoir été banquier pour être investisseur. Maintenant, la chance qu'on a pu avoir, c'est de faire notre métier pendant plusieurs années, donc notamment là pendant 15 ans. Donc pendant 15 ans, on a pu exercer notre métier, accompagné de nombreux investisseurs du coup, principalement sur l'Île-de-France. Donc on a vu beaucoup de projets. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a pu voir des sujets bien différents. Donc, on a eu la chance d'avoir plusieurs thématiques abordées, donc de la location courte durée, de la location classique, des gens qui investissaient au travers leur société. Donc, on a pu voir plein de choses différentes et c'est ce qui permet aujourd'hui de pouvoir conseiller les gens. Et puis de l'avoir fait à titre perso, ça te donne vraiment une expérience qui est différente puisque tu as rencontré aussi des problématiques que les investisseurs rencontrent aujourd'hui, que les entrepreneurs rencontrent. Donc ça nous permet de répondre à des questions qu'une personne qui n'aurait pas cette expérience ne pourrait pas répondre. Et donc du coup, aujourd'hui, est-ce que ce métier de banquier, ça te manque? Ou est-ce que maintenant ta vie d'entrepreneur, ça te plaît? C'est quelque chose dans lequel tu es pleinement épanoui? Donc moi j'ai adoré ce que j'ai fait pendant 15 ans, j'ai vraiment profité, enfin tu rencontres plein de gens, Ouais. voilà, on parle souvent de l'obtention de crédit, d'autres sujets comme ça, mais le métier de la banque, c'est pas que ça, c'est aussi des rencontres, et tu rencontres énormément de monde, des gens très intéressants, qui t'apportent plein de choses d'un point de vue humain et pas que d'un point de vue investissement. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié pendant toutes ces années, mais aujourd'hui je regrette pas le fait de m'être lancé à mon compte parce que c'est un autre métier, c'est encore autre chose. Ouais. Tu rencontres des nouvelles personnes, le cadre est différent, mais tu fais ce qui te plaît, tu te lèves tous les jours pour faire ce que tu as envie et surtout pour toi. Tu travailles pas pour un patron, donc c'est un peu différent. On parle souvent de la notion d'être rentier. Moi, au-delà de cette notion, il y a vraiment le plaisir dans ce que tu peux faire dans la vie de tous les jours. Et c'est vraiment ça qui est agréable, te lever le matin pour faire ce que tu as envie et pas seulement être là pour de l'argent et voilà, et échanger ton temps contre de l'argent. C'est vrai qu'on entend beaucoup ça sur Internet, mais il y a une notion de plaisir, je trouve, qui est super Ouais. importante. Et moi, c'est pour ça que j'ai voulu me lancer à mon compte. Et du coup, il y a la notion aussi de relever les challenges, les défis que tu peux te lancer, que ce soit pour ta partie entrepreneur ou ta partie investisseur. Et ça, c'est quelque chose qui aussi fait partie de toi, quoi. Finalement, ça t'accompagne au quotidien. Bah, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui aime les objectifs et voilà, et du coup, le fait d'être salarié, à un moment donné, tu plafonnes un petit peu parce que c'est pas comme quand tu te lèves le matin. Enfin, si aujourd'hui je me lève pas, je gagne pas de sous. Ouais. Donc, il y a un peu un défi et des objectifs qui sont fixés, qui sont différents. Mais encore une fois, grâce aux investissements immobiliers, donc beaucoup de formateurs dans notre domaine, dans l'immobilier,
vont dire qu'ils gagnent des revenus grâce à l'immobilier, etc. Moi, je trouve que l'important, c'est de diversifier. Encore une fois, on rentre vraiment dans le cadre d'une diversification. Le fait d'être entrepreneur, d'être investisseur, de faire plein de choses à côté, ça rentre dans le fait, dans une diversification globale et pas dans un seul sujet. Donc, tu vas aborder plusieurs thèmes, tu vas avoir des revenus qui sont issus de plusieurs investissements, enfin de sociétés. Donc c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est vraiment prendre du plaisir dans ce que tu fais et pouvoir diversifier tes revenus. J'attends pas sur l'entrepreneuriat pour gagner ma vie, j'attends pas sur l'investissement, c'est vraiment dans le cadre d'une multitude de projets que je suis rémunéré. Du coup, c'est là que tu profites et c'est là que tu kiffes, quoi. Alors avant de poser des questions de nos investisseurs, si aujourd'hui tu devais retenir une qualité que tu devrais dire, voilà, pour moi un investisseur, un entrepreneur, il doit avoir essentiellement cette qualité-là, avec ton expérience, avec ton recul, tu dirais quelle qualité? Être combatif, parce que tous les jours quand tu te lèves, c'est régler des problèmes, Ouais. gérer des soucis. Donc si tu veux être investisseur, si tu veux être entrepreneur et que tu n'es pas capable de résoudre des problèmes, ou en tout cas que tu t'en sens pas capable, il faut pas le faire parce que il faut savoir quand tu vas te lever le matin, que tu sois investisseur ou entrepreneur, et ben ça va être toute la journée des problèmes à résoudre. Ouais. Alors il y a du bon temps, tu profites, tu passes plein de bons moments, mais à côté de ça, c'est souvent la gestion de soucis humains, de problématiques au point de vue administratif. Enfin, tu as toujours des trucs à régler toute la journée. Ouais, tu t'ennuies pas de toute façon dans ta vie. Ah non, ça c'est sûr que tu t'ennuies pas. Ouais. Alors du coup, bah, on va maintenant vraiment aller dans le cœur du sujet de l'investissement. Ton banquier à domicile, donc effectivement, on est des anciens banquiers. Et on a toujours cette approche d'inciter les investisseurs à effectivement faire réaliser leurs projets d'investissement à travers le crédit. Et du coup, pour toi, comment est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi le crédit, c'est sûrement un des leviers les plus puissants que peut avoir un investisseur aujourd'hui pour réaliser ses projets? Bah, comme tu l'as dit, on peut se servir de l'effet de levier du crédit. Donc en fait, on a l'opportunité de travailler avec de l'argent qui ne nous appartient pas. C'est-à-dire qu'on va nous prêter des sous. Donc c'est des sous que tu n'as pas à la base et avec lesquels tu vas pouvoir travailler. Donc tu peux démultiplier en fait tes richesses grâce à ça. Si aujourd'hui tu commences dans l'investissement, tu as 20 000 euros, 30 000 euros d'épargne, tu vas peut-être pouvoir lever 300, 400 000 euros. Ces 300 ou 400 000 euros, c'est de l'argent que tu n'as pas. Donc ça ne t'appartient pas. La banque va te les prêter, tu vas les investir et en échange, ça va t'apporter une rémunération. Donc d'où l'importance d'en faire bon usage et d'où l'importance de se servir de l'effet de levier. Et on va le voir dans les sujets qu'on va aborder. Tu peux faire plein de choses avec le crédit. L'important, c'est de bien l'utiliser. Une phrase qu'on entend souvent à ton banquier à domicile, les personnes vont te dire, oui mais Christophe, le problème qu'il y a avec le crédit, c'est que ça a un coût. Moi, j'ai pas envie de payer d'intérêt, j'ai pas envie de m'endetter. Moi, j'ai un peu d'argent disponible, j'ai suivi d'un héritage, j'ai vendu un appart, j'ai des sous. Je veux les réinvestir tout de suite sans faire de crédit. Qu'est-ce que tu répondras à cette personne qui va te dire, mais moi, finalement, j'ai pas envie de faire de crédit, j'ai envie de tout autofinancer? Alors, il va falloir avoir vraiment une approche globale, encore une fois, mais quand tu te sers de l'argent qu'on te prête, tu peux démultiplier les acquisitions et les projets. Le fait d'utiliser tes fonds à toi, ça va te permettre de partir sur un projet. Il faudrait prendre un cas concret, mais si tu as 100 000 euros aujourd'hui, tu vas acheter un bien 100 000 euros, tu vas faire un seul projet. Si tu te sers de ces 100 000 euros pour apporter un apport et te servir de l'effet de levier du crédit, tu vas peut-être pouvoir faire 10 projets à 100 000 euros. Donc tu peux vraiment multiplier les acquisitions et les projets grâce à l'épargne que tu as. Tu peux t'en servir également pour la transmission et d'un point de vue patrimonial si tu as des enfants. Le fait d'utiliser l'argent pour un seul projet, bah, tu n'en as qu'un. Alors que si tu utilises l'argent pour faire 10 projets, et bah, tu multiplies les acquisitions et du coup tu viens gonfler ton patrimoine et multiplier ce que tu pourras avoir à la fin. Donc c'est important de te servir de l'effet de levier du crédit. Et donc, du coup, bah, lorsque tu vas avoir des investisseurs qui vont nous dire, tu vas parler d'apport, et ben, du coup, je rebondis sur ça. On a pas mal d'investisseurs qui nous disent ça aussi, qu'aujourd'hui, les banques ne prêtent plus sans que tu aies 20, 30, 30% d'apport sur le financement. Est-ce qu'encore aujourd'hui, tu as des clients qui arrivent à obtenir leur crédit en ayant un apport moindre ou même sans apport sur leur financement? Alors bien sûr, ça reste encore possible. Aujourd'hui, vous pouvez emprunter sans apport. Il n'y a pas de règle. Mais effectivement, la banque va bien souvent vous demander de l'apport. Pourquoi? Il y a un côté rassurant déjà, ça montre que vous êtes engagé et vous êtes impliqué dans votre projet. Mais il y a aussi un autre côté, c'est le risque que va prendre la banque. La banque s'engage à vous prêter, à vous accompagner sur 100 000 euros.
elle ne peut pas vous prêter au-delà du prix du bien. C'est-à-dire que si vous avez un bien qui coûte 100 000 euros et que vous sollicitez un prêt à 110%, comme on dit, donc vous voulez faire financer vos frais annexes, ça va être possible, mais sous certaines conditions. Donc vous pouvez encore faire des crédits à 110%, mais bien souvent aujourd'hui la banque va vouloir se prémunir en cas de défaillance du marché, s'il y avait un retournement du marché, et pas se retrouver avec un crédit supérieur à la valeur de votre bien. C'est pour ça qu'elle va vous demander de l'apport. Mais le fait de mettre de l'apport dans vos projets, c'est pas un frein, ça ne doit pas être un frein. Aujourd'hui, ça va montrer que vous êtes un vrai professionnel, donc que vous souhaitez investir, que vous êtes organisé et que vous êtes impliqué dans vos projets. Mais ce n'est pas une fin en soi. L'apport peut être reconstitué par le biais de différés de crédit, par le biais d'enveloppes de crédit consommation que la banque peut vous mettre à disposition. Donc il y a plein de moyens de se reconstituer l'apport, ça ne doit pas être un frein. Ouais, donc effectivement, c'est ce que tu disais, ni l'apport, ni le taux, ni la durée, ça doit être des fins en soi, ça doit être vraiment des choses qui doivent être dans une approche globale. Et justement, si aujourd'hui tu te rappelles de notre métier de banquier, quelles étaient les erreurs que tu voyais que les clients faisaient en banque, qui étaient, on va dire, assez récurrentes et qui, du coup, leur faisaient parfois passer à côté de super affaires, de super projets. Quelle était l'erreur ou les erreurs que tu détectais à cette époque-là? Bah, ça va être notamment les conditions. Beaucoup de gens sont focalisés sur le taux. Moi, c'est vrai que le taux, c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. En fait, quand vous êtes investisseur, le taux, c'est une des choses que vous allez regarder, mais c'est pas le plus important selon l'investissement que vous allez faire. Vous allez pouvoir le déduire des loyers encaissés selon l'option pour laquelle vous allez opter, l'option fiscale. Donc, le taux, ça doit pas être un frein. C'est un des critères pour le crédit, mais ce n'est pas le critère le plus important pour les investisseurs. Le plus important, ça va être vraiment, comme tu disais, d'avoir une approche globale et de regarder que l'ensemble des conditions sont réunies pour que ton investissement soit rentable. Donc, qu'est-ce que tu vas regarder? Tu vas regarder surtout la durée et le différé de crédit. Plus la durée va être longue, plus tes échéances vont être basses, plus tu vas pouvoir multiplier les investissements. Pareil pour le différé de crédit, plus tu vas avoir un différé de crédit, plus tu vas pouvoir dégager du cash flow, plus tu vas pouvoir dégager de l'épargne qui va te permettre de repartir sur d'autres projets. Donc le plus important, c'est d'avoir un ensemble de conditions et pas se focaliser sur une chose comme le taux. Le taux, encore une fois, c'est bien pour frimer le week-end en famille lors des repas de famille, mais c'est tout, ça s'arrête là. Mais on ne doit pas accorder trop d'importance au taux, hormis le fait que si le taux est trop important, ça t'augmente la mensualité de crédit, et ça c'est contraignant parce que ça va t'augmenter ton taux d'endettement et du coup te diminuer les investissements que tu vas pouvoir faire. Et puis surtout qu'on est dans une tendance avec des taux qui ont tendance un peu à augmenter. Donc effectivement, c'est un argument qui va revenir. Mais comme tu dis, on va toujours avoir cette approche globale. L'investisseur ne peut pas s'arrêter sur un seul aspect de l'investissement. S'il Ouais. bloque sur le taux, la durée ou autre, il va passer à côté de bonnes affaires. Et justement, par rapport aux questions que je lis là sur le téléphone, il y a pas mal de termes qui sont utilisés par les investisseurs, on va dire un peu plus aguerris, et que les investisseurs qui se lancent dans l'investissement ne connaissent peut-être pas beaucoup ou n'appréhendent pas bien. Alors, je vais te donner deux termes et tu vas me donner ta définition. Alors, si je te donne par exemple le terme de cash flow, comment est-ce que tu définirais ça? Le cash flow, en fait, c'est ce qui va vous rester à la fin. Donc, c'est vraiment votre résultat. Vous allez prendre la somme des loyers encaissés et vous allez la diminuer de tout ce qui est crédit, assurance propriétaire non occupant, charges de copropriété. En fait, toutes vos charges, vous les passez et à la fin, le cash flow, c'est ce qui vous reste. C'est la valeur nette qui vous reste dans votre poche. Donc ça, c'est important parce que c'est ce qui va déterminer l'apport que vous allez pouvoir mettre dans d'autres projets éventuellement ou ce que vous allez pouvoir vous dégager comme revenu. Super. Deuxième question, si je te demande ta définition de la rentabilité d'un projet. La rentabilité, ça va être en pourcentage, donc ça va être une notion qui est un peu différente. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour commencer vos investissements, c'est-à-dire pour choisir votre bien. Vous allez avoir une notion de rentabilité brute. Donc pour choisir rapidement un bien, vous allez établir une rentabilité, donc ça va être la somme des loyers que vous encaissez annuels divisé par le prix du bien. Ça vous permet de vous dégager tout de suite un chiffre et de voir si le bien que vous avez choisi, ou en tout cas le bien que vous avez regardé, est rentable ou est pas rentable. Moi, je me sers juste de ça pour passer de projet en projet, en fait, pour voir si le projet que j'ai vu sur une annonce ou qu'on m'a proposé, a priori, s'il est rentable ou Ouais. pas. Comme ça te permet rapidement de te faire une idée. Ouais, de pouvoir te lancer ou pas, et de pouvoir trier rapidement ce qui
qui t'intéressent ou pas dans les C'est projets. ça. Très bien, j'ai une autre question. Tu as souvent évoqué lorsque tu faisais les lives que dans tes premiers projets, tu avais réalisé toi-même les travaux. Et tu as toujours évoqué ça comme une erreur. Et c'est quelque chose, on en a souvent parlé ensemble. Et tu m'as toujours dit que ben, c'était quelque chose que si tu pouvais refaire aujourd'hui, tu le ferais différemment. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu considères que ça a été une erreur de faire toi-même tes travaux? Ouais, pour plein de raisons. C'est tout d'abord, bah, tu perds du temps, donc je suis content de l'avoir fait une première fois pour avoir une expérience Ça t'apprend et aussi des voilà, et choses. avoir de la chance d'avoir de la famille qui est dans le bâtiment, du coup, d'avoir pu le faire avec eux, donc tu es quand même encadré. Mais j'ai perdu énormément de temps sur mon premier projet, j'ai perdu 3 ans, parce que j'ai mis 3 ans à faire mes travaux, et j'ai commencé en 2015, donc si j'avais pris ce temps pour enchaîner les acquisitions, aujourd'hui j'aurais peut-être 2 ou 3 fois plus de biens que ce que j'ai. L'autre problématique, c'est que tu n'es pas un professionnel, donc forcément tu fais des erreurs. Alors que si tu sollicites des pros de chaque métier, bah, c'est un gain de temps parce qu'ils vont aller beaucoup plus vite que toi. Moi, j'ai mis presque 3 ans à faire mes travaux. Si j'avais sollicité une entreprise, ça aurait peut-être duré qu'un an. Donc pendant 2 ans, comme c'était de la division, j'aurais pu toucher plus de loyers, j'aurais pu toucher beaucoup plus de choses et j'aurais pu passer surtout plus vite à un autre projet. Donc ce que je vous conseille, c'est de voir un peu votre rapport que vous avez en termes de temps et d'argent. Et si vous avez un rapport supérieur à ce que vous coûtent les travaux, bah, ne perdez pas de temps avec les travaux, faites-les faire par un professionnel, d'autant plus que vous allez avoir des assurances décennales, vous êtes garanti. Donc, vaut mieux passer par des professionnels, c'est leur métier. Ils vont vous gagner du temps, vous allez gagner de l'argent et vous allez être en plus assuré par rapport aux travaux qui sont faits. Donc, ne perdez pas de temps avec les travaux, c'est une bonne expérience, mais restez dans le domaine dans lequel vous êtes maître et dans lequel ça vous rapporte le plus d'argent. Aujourd'hui, si vous êtes investisseur, vous allez gagner plus d'argent en cherchant des biens plutôt qu'en faisant vos travaux. Donc, déléguez la partie travaux, trouvez un bon entrepreneur, toujours dans le cadre d'une relation gagnant-gagnant. Il faut que lui gagne bien sa vie, mais vous pouvez le mettre sur l'ensemble des projets. Une fois que vous aurez trouvé quelqu'un en qui vous avez confiance, bah, vous allez pouvoir enchaîner, plus vous posez la question des travaux. Et bon, on rassure les investisseurs, entre-temps, tu t'es rattrapé quand même. Après, tu as appris de ces 3 années-là. Voilà, Et derrière, tu as pu enchaîner pas mal les investissements. Donc, c'est quand même un temps qui a été, effectivement, que tu as peut-être, que tu as pu mettre à contribution après. Et parce que ça t'a appris énormément de choses. Et puis, toi aussi, maintenant, quand tu as des travaux, tu peux les appréhender d'une autre façon. Parce que tu sais un peu comment se passent les choses, tu connais la tarification, toutes ces choses-là. Donc, c'est un vrai avantage pour toi aussi quand tu vas faire tes c'est projets. ça. Je dis toujours, c'est important en fait de savoir, de maîtriser son sujet, parce que lorsque vous maîtrisez votre sujet, l'avantage que vous allez avoir, c'est que vous allez savoir le temps qu'il faut pour faire telle ou telle chose et comment l'appréhender. Donc ça permet, une fois que vous déléguez, de maîtriser votre sujet et de pouvoir déléguer sereinement et pas d'être inquiet parce que vous ne connaissez pas la thématique. Si jamais vous ne savez pas ce que vous devez faire, c'est vrai que c'est difficile. C'est pour ça que même si vous ne faites pas vos travaux, et ce que je vous conseille, c'est d'aller voir régulièrement sur le chantier comment ça se passe. Alors bien sûr, on ne vous dit pas d'aller embêter l'entrepreneur et de le regarder, de le surveiller, de le fliquer, mais de regarder les différentes étapes pour pouvoir les connaître et savoir comment se passe un chantier. C'est important après de pouvoir mettre un planning de chantier en place, savoir comment ça se passe avec les entrepreneurs, comment ça se déroule, les paiements, etc. Euh, par rapport du coup, toujours sur l'aspect de l'investissement, on va peut-être un peu plus centrer sur l'investissement locatif. Quelque chose qui est aussi primordial et qu'on répète souvent dans ton manquet domicile, c'est la stratégie locative que tu vas avoir et que tu vas mettre en place. Alors aujourd'hui, on a énormément de personnes qui se lancent notamment dans le conseil en immobilier, qui vont souvent axer, tu sais, sur une ou deux stratégies. Ils vont exclusivement parler de la location courte durée, de la colocation, etc. Est-ce que toi, pour un investisseur, tu préconises une stratégie d'investissement locatif spécifiquement, ou est-ce que tu dis aux investisseurs de vraiment eux-mêmes faire leur choix et de choisir ce qui leur correspond mieux? Alors il y a deux écoles, soit vous pouvez vous axer sur une stratégie et la dupliquer, ça vous permet de gagner du temps et de multiplier les opérations, soit vous vous dites, bah, vaut mieux que je diversifie parce que si je fais une seule stratégie, par exemple de la location courte durée, et qu'il y a une réglementation qui change, bah, je risque d'être embêté. Donc vaut mieux peut-être diversifier ces stratégies, faire un peu de location courte durée, un peu de colocation, un peu de location classique. Ça permet de diversifier un petit peu toutes les stratégies locatives, du coup d'avoir peut-être un peu moins de cash flow, donc un peu moins de rentabilité, un peu moins de revenus qui rentrent sur vos comptes, mais par contre vous sécurisez vos investissements. Et je pense que c'est ça le plus important aujourd'hui.
il faut vraiment rentrer dans le cadre de diversification. Vous pouvez gagner de l'argent très rapidement, mais si jamais il y a un problème avec la stratégie que vous avez mis en place et que vous en avez qu'une, vous n'avez pas la possibilité de vous retourner rapidement. Donc essayez toujours de diversifier. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'entrepreneuriat, d'investissement. Et ben c'est pareil pour l'investissement. Faites un peu de colocation, faites un peu de location courte durée, de la location classique, mais au moins ça va vous permettre de lisser le risque et de ne pas avoir une seule stratégie. Ouais, et puis ça me fait penser, tu sais, pour les investissements, nous qui avons longtemps travaillé en banque, les investissements financiers, c'est un peu le même principe. On conseillait rarement aux clients d'investir sur une seule action, sur un seul marché. On leur disait de diversifier et aussi d'aller tester des choses parce que parfois il y a des choses qu'ils connaissent moins. Du coup, il faut aller s'informer, il faut aller se renseigner, il faut se former. Et puis parfois, quand on a commencé à travailler sur ton banque à domicile, nous-mêmes, on a découvert certains aspects de l'investissement. On se disait, bah, on avait même parfois des a priori sur certaines choses. Mais en allant voir les projets sur place des travaux, en parlant avec les investisseurs, bah, ils nous ont eux-mêmes convaincus qu'il y avait des opportunités dans plein de petits détails de chaque stratégie. Donc effectivement, il ne faut pas se fermer de porte, il faut toujours avoir l'esprit ouvert pour ces C'est choses-là. clair. Ben, ça me fait penser aussi à la crypto. Aujourd'hui, la crypto est en baisse. Il y a beaucoup de gens qui hurlent. En fait, tu dois toujours rentrer dans le cadre de diversification. Donc, quand tu investis, que ce soit dans l'immobilier, dans la finance, dans la crypto, il faut toujours diversifier les points d'entrée. Donc, tu vas faire un peu de crypto, tu vas faire de l'épargne financière classique, donc la bourse peut-être, tu vas faire de l'immobilier. Et comme ça, même s'il y a un secteur qui est un peu en baisse, eh ben, tu subis pas. Et en plus, la chance que tu as, c'est que tu vas rentrer à différents moments. Donc le fait de rentrer à différents moments, ça te permet de lisser le risque encore une fois et de rentrer à des valeurs qui sont différentes, que ce soit pour l'immobilier, que ce soit pour la crypto, que ce soit pour l'épargne financière. Donc toujours diversifier et diversifier sur du long terme. C'est-à-dire investir toujours au fur et à mesure, ne pas investir tout d'un coup à la même période, au même endroit et sur le même truc. Et ce que j'aime bien dans ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que c'est là qu'on voit notre expérience des années bancaires parce que on a tellement, on a justement dû s'occuper de tellement de projets, que ce soit dans les investissements immobiliers, mais aussi dans les placements financiers. Et on a vécu aussi les différentes périodes. On a vécu les périodes de croissance de la bourse où là tout le monde y allait à fond. Maintenant, on est dans une période un peu plus compliquée. Et là, d'ailleurs, on voit qu'il y a plusieurs personnes parfois qui se retirent parce qu'elles ont peur, elles paniquent. Mais c'est ce que tu dis, il ne faut pas mettre toutes ses billes dans un seul et même endroit. Et donc, du coup, j'avais une question qui revient souvent dès qu'on rencontre les investisseurs. Les investisseurs, on va leur dire qu'il faut se lancer, voilà, qu'il faut y aller, qu'il faut passer à l'action. Est-ce qu'un investisseur, il a un nombre limite d'investissements qu'il peut réaliser? Non, il n'y a surtout pas de limite. Enfin, faut pas se fixer de limite dans la vie, je pense. Et il faut aller le plus haut possible. Il faut aller toucher les étoiles. Il faut surtout pas vous arrêter et vous fixer un plafond. Ça, c'est la pire des erreurs. Je pense que vous devez avoir des objectifs qui sont élevés et pas vous fixer de limites. Tant que vous pouvez y aller, tant que vous pouvez investir, tant que vous vous sentez en capacité de le faire, faites-le. Ne vous arrêtez pas à un ou deux investissements. Si vous pouvez les enchaîner, allez-y. C'est pareil pour les investissements financiers, pour la crypto. Tant que vous vous sentez capable de mettre du temps, de mettre de l'énergie dans ce que vous faites et que ça vous plaît, ben, il faut le faire à fond. Il ne faut pas se fixer de limites. Si quelqu'un veut se lancer dans l'investissement, nous aussi, on a dans Ton Mocan Domicile, on préconise la formation. De demander aux investisseurs de prendre le temps de se former et justement d'investir en eux-mêmes. Pourquoi c'est primordial pour un investisseur qui veut se lancer de prendre quand même ce temps de se former, de comprendre le marché dans lequel il va se lancer? Alors je pense que dans tout ce que vous faites dans la vie, ça va être super important de se former, de savoir de quoi vous parlez. Si vous vous lancez et que vous abordez un sujet sans être formé, sans savoir de quoi vous parlez, bah, vous courez à la défaite, voilà, à faire une erreur à plusieurs millions, surtout dans l'investissement, ou plusieurs milliers d'euros en tout cas, que ce soit dans l'investissement immobilier, dans l'investissement financier. C'est important de savoir de quoi on parle et de maîtriser surtout les risques que vous allez pouvoir rentrer, les risques et les problèmes que vous allez pouvoir rencontrer. Donc formez-vous en amont ou renseignez-vous en tout cas, faites-vous accompagner de professionnels. C'est important d'être bien entouré parce que si vous abordez tous les sujets tout seul, que vous voulez faire des économies, à la fin ça risque de vous coûter beaucoup plus cher. Donc prenez le temps d'être accompagné et de vous former
Alors, que ce soit avec nous ou avec d'autres, ou en regardant des vidéos, ou avec des livres, peu importe comment vous allez le faire, mais essayez surtout d'être accompagné au-delà de la formation. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui proposent de la formation. De la formation, c'est très bien pour avoir une première approche de ce que vous souhaitez faire, mais c'est encore plus important d'être accompagné sur vos projets parce que vous allez avoir l'aide d'un professionnel qui va vous guider étape par étape. Si vous n'êtes pas accompagné, vous allez vous lancer seul, c'est sûr que vous allez faire des erreurs. C'est comme tout le monde. Moi, quand je me suis lancé, j'ai fait des erreurs. Pourquoi? Parce que j'étais seul. Si aujourd'hui je devais le refaire, quand on fait quelque chose, par exemple avec la société, aujourd'hui on est accompagné. On ne le fait pas tout seul parce que vous ne connaissez pas tout sur tout, c'est pas possible, il y a trop de choses à savoir. Donc effectivement, un accompagnement par un professionnel, c'est un coût, comme quand vous prenez un expert comptable pour une SCI, mais essayez pas de faire des économies de bout de chandelle, ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est de voir ce que vous pouvez gagner grâce à cet accompagnement et pas ce que vous payez. C'est toujours plus intéressant de fonctionner dans ce sens-là et de raisonner en termes de gains plutôt qu'en termes de pertes. Pour finir notre interview sur l'investissement, aujourd'hui, voilà, si tu devais donner un conseil à des investisseurs qui te regardent, qui nous regardent, pour les inviter à passer à l'action, pour qu'ils puissent se lancer dans l'investissement, imagine-toi que tu as en face de toi quelqu'un qui est un peu indécis, qui a envie de se lancer, mais qui a besoin d'avoir ce petit mot comme d'un coach qui lui dit voilà l'argument que tu as besoin pour passer à l'action, qu'est-ce que tu lui dirais? Lancez-vous. Si vous ne vous lancez pas, en fait, il ne se passera jamais rien. Plus vous attendez, il y a des gens qui prennent sans formation, ils sont là à tous les séminaires. Au bout d'un moment, ça n'a plus d'intérêt. Il faut que vous vous lanciez, que vous passiez à l'action. Allez-y, foncez. Il ne faut pas avoir peur, il faut maîtriser votre risque. Faites-vous accompagner encore une fois s'il y a besoin, mais passez à l'action, sinon vous ne changerez jamais votre vie de tous les jours et il ne se passera rien de nouveau. Donc allez-y, foncez et vous allez voir, c'est que du plaisir. Et c'est que du plaisir, vous allez apprendre plein de choses. Merci Christophe. Merci Benjamin. À bientôt l'équipe. Coupé. Top.